Bienvenue à tous. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Alors, juste avant de commencer, je souhaitais vous inviter tout simplement à partager la page de Chaljoum parce que donc régulièrement on a des vidéos, on a donc des conférences, on a des interviews. Et ce soir, nous accueillons Tigran Yegavian, journaliste et essayiste. Donc, merci beaucoup d'être ici ce soir, Bonsoir, Zaven. Tigran. Merci. Juste pour terminer sur la présentation de Chaljoum, vous avez la possibilité de regarder donc, sur la page Instagram, sur le site internet, et il y a aussi un lien Hello Asso sur lequel vous pourrez soutenir les actions de Chaljoum. Revenons à notre interview avec Tigran Yegavian sur le thème de, bien sûr, la guerre qui a eu lieu en Artsakh, appelée aussi au Karabakh. Nous allons nous demander ce que cette guerre révèle de nous, et par extension, ce que cette crise révèle de nous. Donc, ça va être l'occasion d'échanger avec Tigran Yegavian. Alors, avant de parler de ce nous, est-il possible de faire un tour d'horizon rapide sur la situation, sur cette guerre à propos de l'Arménie et des Arméniens, plus précisément, comment le monde dans lequel nous vivons perçoit les Arméniens? Bonsoir, Zaven. Merci à Chaljoum pour cette initiative. Merci de m'inviter. Alors, moi, j'ai en souvenir que 2018, la révolution de velours, ou ce grand mouvement de désobéissance civique, a été vécu comme une parenthèse heureuse dans la représentation que le monde avait de l'identité arménienne, puisque pour la première fois, nous sortions d'une image victimaire, d'une image frappée par le malheur, par la mémoire, par les commémorations, donc tous ces clichés. Et globalement, ce qu'on peut retenir de ces 43 jours de guerre, et je crois même de la couverture que l'opinion publique française occidentale a eue des Arméniens, on peut plus ou moins décerner deux grilles de lecture. Une grille de lecture, on va dire majoritaire, c'est-à-dire parmi ceux qui, bien sûr, ont pris des positions favorables, je parle bien de la minorité, hein, donc favorables aux positions arméniennes, c'est la droite, l'extrême droite, catholique, qui considère les Arméniens non pas comme une ethnie, mais surtout comme des chrétiens orientaux assiégés. Et ça, c'est un discours relativement récent qui remonte à peu près à 2014. C'est-à-dire que 2014, lorsque l'État islamique Daesh donc, a attaqué et envahi donc, tout le nord de l'Irak et expulsé les chrétiens irakiens à la plaine de Ninive, le monde, la France en général, le monde s'est intéressé aux chrétiens orientaux. Et par la suite, on a catalogué les Arméniens dans cette case de chrétiens orientaux, donc assiégés par l'ennemi turco-islamique. Alors, on retrouve ces prises de position de près ou de loin aussi donc chez Zemmour, chez aussi Bernard-Henri Lévy, mais aussi chez Michel Onfray, qui ne sont pas forcément catholiques. Et deuxième grille, deuxième catégorie, c'est ce qui reste des reliquats de la gauche jaurétienne, le Parti communiste, qui, eux, ont une tradition arménophile qui n'est pas approuvée, qui existe depuis donc, le 19e siècle, et qui, bien entendu, se sont fait le relais du discours du droit à l'autodétermination. Alors, cette grille a sa part de vérité, mais elle cristallise aussi sur les Arméniens un malaise, qui est le malaise occidental, qui est la faillite en fait des valeurs occidentales. Mais à mon sens, elle n'intègre pas les enjeux géostratégiques. Elle n'analyse pas assez bien le jeu turco-azéri. Beaucoup d'observateurs n'ont pas compris la complexité des relations entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, n'ont pas compris que forcément que Erdogan se servait du levier pan-turquiste ou pan-islamiste, bien entendu réel, mais comme un levier de puissance, comme aussi comme un instrument d'opportunisme. Et ce que je vois aussi de la part d'un discours de journalistes de droite, d'extrême droite français, c'est qu'ils n'ont pas compris que la solidarité orthodoxe russe, le panslavisme est un leurre. Il ne faut pas oublier que la Russie, c'est aussi une puissance musulmane. C'est quelque chose qui est difficilement concevable pour la droite dure. Et donc, vu d'Occident,
le Karabakh, ça reste perçu comme les Sudètes. On assiste à ce qu'on appelle le syndrome munichois. On a revécu les années 30. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, a été à maintes reprises comparé à Daladier. Un mot aussi sur l'Église catholique. Moi, ça m'a intéressé aussi. Je ne parle pas de l'Église catholique française, mais en général, les prises de position du Saint-Siège, du pape François, ces prises de position sont restées inaudibles. Le pape, le Saint-Siège n'a pas pris position ouvertement en dénonçant l'agresseur et l'agressé. Derrière les paroles de soutien de la conférence des évêques de France qui avait lancé un communiqué au tout dernier jour de la guerre, donc le week-end avant le cessez-le-feu, pareil, on a senti une certaine retenue, une certaine pusillanimité aussi, une certaine peur. Et on a l'impression, et c'est assez provoquant, enfin, je pense que c'est un petit peu délicat, on ne peut pas généraliser, mais quand on voit par exemple la manière où le pape François reçoit il y a quelques jours l'évêque arménien catholique de Constantinople, Monseigneur Zekian, pour lui parler du Karabakh, mais pour lui parler de la canonisation de l'abbé Mekitar, le fondateur des Mekitaristes, on a l'impression qu'on nous préfère plus mort que vivant. Voilà, donc c'est quelque chose c'est une donnée, enfin c'est un point de vue qui est prêt à débat, mais qui suscite un véritable malaise dans la perception que l'Occident chrétien a des Arméniens. Un autre point de vue qui m'intéresse aussi, c'est le point de vue du Moyen-Orient. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la couverture du conflit par la presse arabophone, par la presse libanaise. Et là, on voit bien que, à leurs yeux, le Karabakh, bon, déjà, il y a un point de vue pro-turc, c'est plutôt les journaux pro-Qatar, qui sont financés par le Qatar, qui est un allié géostratégique de la Turquie au Moyen-Orient. Au Liban, plutôt par la presse pro-sunnite, puisque les sunnites sont devenus des clients de la Turquie, et donc qui relaient les thèses azéries dans l'espace public arabe. À leurs yeux, en général, ce conflit, c'est une carte, comme il y en a d'autres qui se jouent en Libye, en Syrie, en Irak, dans le grand jeu turco-russe. Et puis enfin, on ne s'est pas assez intéressé au rôle de deux pays, enfin surtout un pays qui m'intéresse, c'est le Royaume-Uni, l'Angleterre qui a joué un rôle assez trouble dans cette crise, puisque l'Angleterre a une amitié, une turcophilie légendaire. L'ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Turquie et le patron des services de contre-espionnage, le MI6, s'était rendu en Turquie juste après donc, le cessez-le-feu. Et on voit bien qu'il y a aussi un jeu qui se dessine entre l'OTAN, la Turquie et par ricochet l'Azerbaïdjan, visant à établir un véritable corridor stratégique reliant donc, les pays de l'OTAN à la mer Caspienne. Tout ça pour parler de quelques enjeux, enfin, en tout cas, qui ont retenu mon attention. Alors, quand on parle de nous, entre guillemets, quand on parle des Arméniens, moi, je me méfie un petit peu de toute la tentation d'essentialiser les Arméniens, c'est-à-dire de parler des Arméniens au singulier, parce que c'est nier la profonde fragmentation du monde arménien qui est plus un archipel qu'une entité, on va dire, clairement définissable dans le monde entier. Donc il faut, je crois, à mon sens, sortir de la tentation de l'arménocentrisme quand on aborde ce sujet, savoir d'où on parle, le point de vue. Cette guerre, elle nous révèle quoi? Elle nous révèle un profond malaise, le malaise arménien, c'est-à-dire que lors des premiers jours, il y a eu une certaine euphorie. On pensait vraiment que les Arméniens étaient en mesure de résister, mais on n'avait pas toutes les informations sur l'ampleur de cette guerre d'un nouveau genre, une guerre de 5e génération. Elle a été perçue comme un test, pour un test si on était en mesure de nous défendre seuls après face à une entreprise d'anéantissement. Les Arméniens du monde entier, les Arméniens du gouvernement arménien, les différents responsables, soit le président Sarkissian qui s'est rendu à Bruxelles, à l'OTAN, Nicole Pachinian qui a multiplié les interviews dans des chaînes internationales, ont envoyé des signaux d'alerte. Et l'armée, les défenseurs arméniens ont tenu 43 jours. 43 jours, c'est 3 jours de plus que les défenseurs du Moussadar. Donc, il y a eu tout un parallèle, je crois, toute une évocation d'une mémoire, d'une histoire qu'on croyait rester figée dans des livres. Et cette histoire-là, elle est revenue en pleine figure comme un boomerang, d'où aussi la référence à Saad al-Abad. Je ne sais pas si on a fait des références à Moussadar, mais en tout cas, c'est tous ces va-et-vient entre l'histoire et le présent qui réveillent un sentiment de profonde angoisse, de profonde frustration, d'amertume et même d'aigreur. Et donc justement,
une fois qu'on a vu cette perception que les Arméniens ont de cette crise, est-ce qu'on peut, j'aimerais avoir ton avis, est-ce que tu estimes qu'il y a une différence de perception entre ce que le monde voit de nous et la façon dont nous l'envisageons? Le problème, c'est que le monde nous perçoit, je dis, mis à part cette parenthèse, la révolution de velours et tout ce qu'on peut penser individuellement des Arméniens, mais collectivement. Collectivement, le monde nous perçoit comme des sempiternelles victimes, comme même une certaine incongruité, parce que pour beaucoup, l'Arménie est une incongruité, elle devrait déjà disparu de la carte. Et nous percevons comme des otages d'enjeux qui nous dépassent. C'est vraiment la conclusion, enfin en tout cas le premier constat qu'on peut faire. Le problème, c'est que pendant 40 ans, 50 ans, la demande de reconnaissance du génocide, suivie de la lutte contre sa négation, nous a enfermés dans une sorte de prison. On nous a forcés toujours à justifier notre existence. Et ça a un effet pervers. Ça nous a complètement, ça nous a détourné de l'enjeu arménien contemporain, c'est-à-dire de se construire, d'évoluer, d'avoir une vision, d'élaborer une pensée. Et au lieu de cela, on nous a condamnés à être dans la réaction et pas dans l'action. Et ça, c'est un point très fort parce qu'on va continuer à nous enfermer là-dedans. Alors, l'autre point aussi que j'aurais bien aimé soulever, c'est, bon, encore une fois, sans totaliser, sans être dans l'essentialisme, on a vraiment l'impression que les Arméniens ont peur du réel. Ils ont peur, pourquoi? Parce qu'il leur manque des outils pour décrypter sa complexité et pour comprendre la complexité du réel que nous vivons. Je crois qu'on ne prend pas assez compte de l'importance de l'histoire et de sa linéarité, parce que l'histoire se répète toujours. Et pour aller mieux, comment dirais-je, pour mieux décrypter cette complexité du réel, il faut la relire. Alors, il y a des ouvrages, en tout cas moi personnellement, qui m'ont nourri à l'époque où je travaillais sur mon dernier livre. C'est les mémoires de déportation de Grigoris Balakian, qui était le primat des Arméniens de Marseille dans les années 20, mais qui est un grand témoin du génocide, qui était aussi un grand intellectuel arménien, indépendamment de son sacerdoce. Balakian, en fait, pointe très rapidement, avec beaucoup de lucidité, les erreurs, je dirais même le comportement pratiquement suicidaire des élites arméniennes. Ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, en Arménie, dans le débat de l'Arménie sur le comportement, l'attitude, le rôle des élites arméniennes, on peut très facilement le comparer avec la même critique qu'avait dressée Balakian en son temps. Pourquoi? Parce que, à l'évidence, ces élites-là n'ont pas été en mesure d'anticiper le désastre. Elles ont fait confiance aussi à leurs alliés. Dans le cas de Balakian, bon, il dénonce l'élite arménienne de Constantinople qui croit que l'Occident sera toujours là à un moment ou l'autre et qui ne pourront jamais laisser les Arméniens être livrés à l'abattoir sans se défendre. Donc il y a beaucoup de parallèles. En 1915, on profite de la Première Guerre mondiale pour exterminer les Arméniens. En 2020, on profite de la pandémie, des élections états-uniennes pour mener à bien une entreprise de nettoyage ethnique. Donc, utiliser l'histoire, utiliser tous ces textes, ces témoignages, ça nourrit notre esprit critique. Ça nous aide à mieux nous situer. Oui, il y a d'autres exemples. Il y a aussi Boros Pacha. Moi, je pense que c'est important de relire son parcours, comprendre sa naïveté, alors qu'il avait quand même tout un projet pour l'Arménie, puis après pour la diaspora. Mais son projet, il y a cru parce qu'il n'était pas seul, parce qu'il avait l'amitié de Clémenceau. Clémenceau venait manger chez lui toutes les semaines. C'était une véritable amitié. Et puis bon, ça s'est fini par l'abandon de cette vaillante petite alliée, comme disait Clémenceau, non sans cynisme. Et on retrouve le même cynisme aussi de la part des Occidentaux. Donc, Noubar Pacha est mort dans le dénouement. Je me rappelle qu'on m'avait raconté qu'il avait rendu sa Légion d'honneur à Clémenceau. Donc, il faut relire ces textes, il faut relire la littérature aussi. Il faut relire Costin Zalian, Le bateau sur la montagne, parce qu'il est disponible en français, parce que c'est aussi un témoignage très important sur l'Arménie chaotique, l'Arménie 18-20, et comment elle s'est construite dans le chaos. Tout ça participe à une sorte de construction de soi et une manière de mieux décrypter, encore une fois, la complexité de ce réel afin de ne pas avoir peur, afin vraiment de grandir tout simplement. Et donc, si on devait, voilà, donc on est dans le cadre de ce problème-là, donc de cette crise. Et selon vous, quelle est enfin, selon toi, quelle est la question essentielle en fait sur ce thème-là?
Moi, il y a un sujet qui est vraiment très central, parce que bon, on parle beaucoup des responsables, de dresser un bilan critique de comment on en est arrivé là, quelles sont les raisons du malheur. Alors, en France, en 1870, il y a eu la défaite contre la Prusse, et la réaction française, ça a été de créer une école libre de sciences politiques pour former une nouvelle élite. Dans le cas arménien, moi, je considère qu'il y a un point central pour expliquer, qu'il y a une clé pour comprendre le problème arménien, c'est l'absence de l'État, c'est l'absence de culture étatique. Et là, je fais écho à ce qu'a très bien dit Gazmination jeudi soir sur Charjoum. Les Arméniens ont perdu parce que déjà le pays avait une guerre de retard, parce qu'il était exsangue économiquement, démographiquement, il saignait démographique. Mais pour comprendre les défaites ou en général la faiblesse structurelle des Arméniens, il faut bien prendre en considération que les Arméniens n'ont pas de culture étatique parce qu'ils ont perdu leur État. La dernière fois, c'était en 1375 avec la chute du royaume de Cilicie. Et en l'absence d'État, donc c'est l'Église nationale qui a essayé de jouer un rôle de substitut, mais cette culture étatique ne s'est pas inventée en une génération. Et même, je dirais même qu'on a perdu beaucoup de temps. On a perdu un temps précieux. Les Arméniens continuent de percevoir l'étranger suivant une dialectique ami ou ennemi. Et ça, c'est valable aussi pour la diaspora. On peut être très rationnel quand on est citoyen français sur les questions de bien commun public, mais lorsqu'on s'occupe, on discute, on débat sur les thématiques arméniennes, on se perçoit on perçoit l'autre, le non-arménien, suivant la catégorie ami ou ennemi. Nietzsche qualifiait les États de monstres froids. Et ce n'est pas étonnant si le monde nous perçoivent comme des victimes, comme un dégât collatéral, parce que nous n'avons pas intériorisé le fait que si la nation arménienne veut survivre, il faut qu'elle ait un État. Or, le problème, c'est qu'en Arménie, même en diaspora, il n'y a pas de pensée politique. Il n'y a pas de pensée stratégique même. Et ça, c'est vraiment une faille majeure. Alors, quand on va en Arménie, on se dit, mais si vous avez, par exemple, la mémoire de Kalekin Neşte, qui est le grand héros national donc au début du XXe siècle, ancien responsable d'Ashnak Sagan qui est sorti des rangs du parti, qui avait été expulsé du parti, et qui a produit une littérature et un courant nationaliste, ultranationaliste, qu'on appelle le Tseragron, c'est-à-dire la religion de la race, donc nationalisme ethnique très fort. Et donc Neşte a une réputation de libérateur du Zangezur, parce que c'est grâce à sa pugnacité qu'il a pu maintenir cette région stratégique dans les mains des Arméniens, mais son héritage a été complètement folklorisé. D'ailleurs, pour la petite histoire, le parti républicain, donc l'ancien parti au pouvoir, n'avait pas d'idéologie, donc il est allé pomper tous les textes de Neşte, se faisant en contradiction totale entre ce qu'il aspirait à être et sa gestion des affaires arméniennes, enfin en tout cas sa vision, ou son manque de vision de l'avenir de l'Arménie. Autre problème, il n'y a pas de doctrine arménienne de sécurité nationale. C'est pas vrai, je pense pas. Il existe des textes que le ministère des Affaires étrangères sur son site met en ligne, mais on a l'impression que c'est davantage un catalogue de bonnes intentions qui n'a réellement jamais été mis en œuvre. Côté diaspora, un parti sur les trois partis traditionnels, entre guillemets, la FRA, Dashnak Soutchoun, a tenté aussi de créer un corpus, en tout cas une idéologie alignée sur la deuxième internationale socialiste. Et quand on lit les textes d'un auteur comme Mikhail Valentian, qui était considéré comme l'idéologue du parti, on s'aperçoit que c'est un copier-coller. C'est un copier-coller de textes qu'ils pouvaient lire en russe, en allemand, dans les langues occidentales. Donc, encore une fois, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment dans le réel quand on parle de politique en Arménie. L'Arménie a essayé de se penser en État lors des premières années de l'indépendance. En 1991, Levon Ter-Petrosyan donc accède à la présidence de la République et donc il a introduit un débat intéressant entre une vision de l'identité arménienne normalisée, c'est-à-dire qu'il considérait qu'il n'y avait pas d'ennemis héréditaires ou d'amis éternels, mais que des intérêts. Ce faisant, il s'inscrivait dans la pensée étatique. Alors, c'est très, très difficile de penser que c'est
une grille qui peut s'appliquer quand on a à nos frontières des ennemis qui nous veulent la guerre, qui nous veulent la destruction, donc, qui imposent des blocus, la Turquie, l'Azerbaïdjan. Et il y a eu un débat donc, dans les années 90 entre des gens comme Levon Petrosyan et les membres de son parti, à l'époque c'était le MNA, qui avaient une vision donc, pour une identité normalisée, et puis à l'inverse, des partisans d'une identité plutôt messianique, qui voyaient l'Arménie comme un État mémoriel. Je pense surtout à Vasken Manoukian, qui avait été son Premier ministre, qui avait été son ministre de la Défense, et qui, à la faveur des événements en cours, est en train de refaire surface, alors qu'il appartient à l'ancienne génération des dirigeants arméniens. Donc, la grille de lecture messianique, elle est alimentée par le panturquisme, mais elle fait l'impasse sur nos intérêts, les intérêts de l'État arménien, du moins la prise de conscience de ces intérêts. Alors, je crois qu'une des manières de susciter un vrai débat, en tout cas de changer le logiciel, c'est de sortir de cette dialectique ami-ennemi, puisqu'on reste dans l'émotionnel. Vous voyez, la France, là, on se gargarise de l'amitié franco-arménienne. Or, ce qui caractérise la relation franco-arménienne, c'est justement l'amitié, c'est les sentiments et le culturel. C'est essentiellement ça. Les échanges bilatéraux franco-arméniens sont dérisoires, ils sont symboliques. C'est même pas 50 millions d'euros d'échanges. À l'inverse, la France a une vraie coopération, un vrai partenariat avec l'Azerbaïdjan. Il faut réfléchir à cette relation, non pas en termes d'amis, mais il faut comprendre que l'amitié n'a pas d'incidence en relations internationales. Et ça, on l'a très bien vu. Macron peut avoir beaucoup d'affection, mais ce n'est pas ça qui va faire que la France va débloquer une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander la reconnaissance de l'Artsakh dans le cadre de la sécession roumaine. Une autre dialectique qui, à mon sens, elle est dangereuse, c'est la dialectique traître versus patriote. C'est quelque chose qui est aussi omniprésent dans l'historiographie arménienne. C'est le traître opposé au patriote. Je crois qu'il faut sortir aussi de cette dialectique. En tout cas, c'est un débat qui est très récurrent aujourd'hui en Arménie, on le voit très bien, mais aussi en diaspora. Regardez les réseaux sociaux, regardez la violence des réseaux sociaux. Moi, j'étais très frappé par certains posts de Setam Avian qui a fait un travail assez extraordinaire tout au long de la guerre où elle relatait donc les événements de Yerevan, et puis quelques jours après donc le cessez-le-feu, elle relate la violence des insultes qu'elle perçoit de personnes qui sont des responsables, qui ont une certaine notabilité, enfin qui sont de notoriété. Ça traduit le profond malaise arménien, je crois. Donc encore une fois, sortir de cette dialectique ami versus ennemi, trait de patriote, pour se penser en État, d'avoir le sens de l'État comme moyen de construire un vrai projet national pour les Arméniens d'Arménie, mais aussi de diaspora. Très bien. En fait, plus précisément, sur cette guerre qui a été suspendue par le cessez-le-feu du 9 novembre, beaucoup ont parlé de défaite collective. Et ils ont ainsi mis en cause le temps plus long des facteurs qui ont conduit à la défaite, mais qui ne reposaient pas uniquement sur un gouvernement ou une armée. Donc jusqu'à présent, nous avons eu l'occasion de parler de l'État. Et maintenant, donc, qu'est-ce que le temps présent, actuellement, cette crise, révèle de nous? En premier lieu, elle révèle un sentiment d'impuissance, enfin en tout cas d'impuissance et l'affect aussi qui pollue notre relation à l'identité arménienne et qui nous obstrue la vue, qui nous empêche de voir le réel. Puisque cette émotion a été très forte, puisque le choc a été très profond. Le choc de l'annonce de ce cessez-le-feu a éveillé donc toute une série il y a une vraie angoisse, en tout cas, de souvenirs qu'on croyait enfouis dans notre mémoire. Donc, c'est un vrai choc sismique parce que ce moment de vérité nous met à nu. On cherche des références. On pense à 1918, on pense à Moussadar, on pense à Satarabat, on pense aux mois qui ont précédé la soviétisation de l'Arménie en 1920, et on constate que finalement, on n'a rien construit. C'est ça qui est terrible. C'est que les dirigeants arméniens qui avaient tiré profit de la victoire militaire en Artsakh en 93-94 se sont comportés comme des rentiers. Ils n'ont pas construit un État en Arménie, en Artsakh. Encore une fois, je pense beaucoup à ce qu'a dit Guys, mais l'absence d'État, l'absence d'impôts
la captation de ressources par une oligarchie, par une classe politique kleptocratique, avec la complicité de certains responsables de la diaspora, a été complètement funeste. C'est-à-dire que en faisant ça, en ne construisant pas l'État et surtout en méprisant l'intérêt général, en développant des structures claniques et pas étatiques, c'est-à-dire que la classe politique arménienne est très polarisée pour ou contre l'ennemi, enfin, en tout cas le fait de penser qu'il y a un homme providentiel est symptomatique de ce malaise. Donc, je crois qu'un des problèmes, c'est vraiment ce manque de sens commun, de sens de l'État, et toutes ces injustices sociales qui ont dépeuplé ce pays, qui ont fait que en septembre 2020, il n'y avait pas assez de ressources humaines, pas assez de ressources matérielles, pas assez d'organisation, de professionnalisme, comme en témoignent les profondes failles. On ne sait pas encore très bien, mais on le saura plus tard sur ce qui s'est réellement passé en termes de professionnalisme dans la gestion des opérations, de mobilisation des unités. Il y a aussi un point qui m'intéresse, c'est l'absence de ressources spirituelles. Parce qu'on parle beaucoup des ressources politiques, etc., mais on ne s'est pas assez penché sur le rôle de l'Église tout au long de ces 30 ans. En tout cas, encore une fois, même s'il y a des personnalités extraordinaires comme le primat, notamment du diocèse de l'Artsakh, Monseigneur Balke Martirosyan, qui hélas a été frappé d'une crise cardiaque juste après la fin des hostilités et qui est, je crois, soigné aux États-Unis. On ne s'est pas rendu compte que le clergé, le haut clergé, a une part de responsabilité dans le malaise arménien actuel, en tout cas dans la crise actuelle, puisqu'il s'est comporté en auxiliaire d'un pouvoir corrompu et kleptocratique. Cette crise nous révèle qu'on nous a menti et que, je crois aussi, l'Église arménienne, en tant que colonne vertébrale, la nation arménienne n'a absolument pas joué son rôle. Et tout cela révèle que nous sommes en retard aussi sur ce plan-là. Nous n'avons pas réformé cette église. Je reviendrai plus tard dans les questions, parce que ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Au plan intérieur, ce qu'on observe, c'est un rétrécissement civilisationnel inédit. Là, je cite Kéram Kevonian, le président de Terre et Culture. Quand on sait qu'on va devoir lâcher le contrôle restituer des monastères comme Amaras, comme Dativank, comme Tsitsenavank, comme Goshkavank, comme la cathédrale de Chouchi, comme les ruines de Tigranakert et bien d'autres sites, bien d'autres monuments moins connus, paléo-chrétiens ou chrétiens arméniens. On se rend compte que ce qui se passe, c'est effectivement sans précédent depuis 1918. C'est un rétrécissement civilisationnel inédit. Et les responsabilités sont à trouver notamment dans l'impéritie de ces élites arméniennes qui ont en quelque sorte cannibalisé cet État. Quand vous allez en Artsakh, vous vous rendez compte, moi je me suis rendu compte à plusieurs occasions, que ce pays est resté dépeuplé. C'est-à-dire qu'on a la superficie du Liban, même un peu plus, parce que le Liban c'est 10 500 km², l'Artsakh avec les territoires de la zone tampon, vous avez à peu près 11 500. On se rend compte que le pays est resté à 150 000 habitants et que, mis à part quelques infrastructures routières, quelques écoles, une université, bien sûr, une vie politique, une vie démocratique, une alternance démocratique, tout cela ne s'est pas accompagné d'un vrai effort de repeuplement, un vrai effort de penser aussi l'État altsakhriote vis-à-vis des autres États. Aussi le fait que la frontière iranienne soit restée fermée, mais ça, ce n'est pas la faute uniquement de la partie arménienne, mais on n'a pas pensé vraiment, on n'a pas nourri une vision de l'État altsakhriote parce que ces élites se sont comportées aussi de façon clanique, à l'instar des élites au pouvoir à Yerevan. Donc, je crois qu'il y a un vrai examen critique à opérer sur ce qu'on a fait de ces États et ce qu'on n'a pas fait surtout, ce qu'on n'a pas construit assez pendant toutes ces décennies, pensant naïvement que la victoire militaire rimait avec victoire politique et que le temps jouait avec nous, que le temps était en notre faveur et que le conflit de l'Artsakh, eh bien, ce serait un peu comme le conflit de Transnistrie ou d'Abkhazie, même de Chypre, un conflit gelé. Alors, la situation actuelle, bien sûr, elle est terrible, mais il ne faut pas occulter non plus les 45 jours de combat pendant lesquels les Arméniens ont fait preuve de beaucoup de dignité et de combativité pour se défendre. Et on a parfois parlé de peuple en armes.
Peut-on dire que les guerres d'Artsakh sont une rupture avec l'image que certains Arméniens peuvent avoir d'eux-mêmes et une rupture avec la position de victime? Bah, très, très exactement. Bah, c'est vrai. Moi, je me souviens, j'avais quel âge? J'étais petit, j'avais 6, 7 ans, à l'époque de la première guerre de l'Alsar. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas Internet, et on avait des nouvelles éparses qui venaient, des vidéos aussi qui circulaient. Je me rappelle des cassettes vidéo que le Fonds arménien, à l'époque, enfin, distribuait pour encourager les dons. Donc, on voyait les combattants. Et je me souviens, enfin, j'avais conscience que c'était un véritable moment charnière de l'histoire collective parce qu'on était arrivé à l'essoufflement d'un cycle, le cycle de la lutte armée, le cycle qui avait démarré donc après 75-76. Il y a eu un premier cycle en 65 qui est en fait le coup d'envoi de la cause arménienne, le cinquantenaire du génocide, les premiers CDCA, même si avant il y avait le Centre d'études arméniennes en France, et ça, on l'oublie souvent, comme pionnier. Nous étions à la fin d'un deuxième cycle, le cycle initié par la lutte armée, par la Sala et par les commandos des justiciers du génocide. Et donc, l'Artsakh a considérablement éveillé une conscience arméno-diasporique qui était marquée donc par cette demande de justice, par le saut de la victimisation. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est la première fois que nous étions vainqueurs. Nous ne reculions plus. C'est la première fois que le panturquisme, non seulement a été défait, mais il a reculé. Donc, effectivement, les Altsakhriotes ont joué un rôle important vis-à-vis de la diaspora, vis-à-vis de sa façon de se penser arménien. Mais il ne faut pas oublier qu'en 88, je mets au défi beaucoup d'Arméniens de situer le Karabakh sur une carte. Car le Karabakh, c'était loin, c'était encore le rideau de fer. Enfin, on ne connaissait pas du tout le Karabakh. Il n'y avait pas d'ouvrage sur le sujet. À part Libaridian, Gérard Libaridian aux États-Unis, qui avait fait un travail pionnier, puis qui avait été repris par Patrick Donabédian et Claude Moutafian en France, qui avait retravaillé aussi sur le sujet. Qu'est-ce qu'on peut aussi retenir de cette séquence? C'est qu'on vit dans un monde chargé de paradoxes, de contradictions. En fait, nous sommes un peuple paradoxal parce que il suffit de voir les armoiries de la République d'Arménie. Vous avez l'aigle et le lion qui se tournent le dos. Donc, le lion, qu'on pourrait comparer à l'animal qui maîtrise la terre, qui est ancré, qui fait corps avec ses montagnes, hein, à l'instar aussi du monument de l'Artsar, hein, Tatik Papik, nous sommes nos montagnes, Menk Mel Sarere. Et puis l'aigle, qui lui, il est dans l'aérien, l'espace, la mobilité. Donc je crois qu'il y a une vraie dialectique très précoce entre l'ancrage à la terre, l'exaltation du pays arménien, le Yergil, hein, et puis une dispersion précoce du fait des massacres, des invasions, mais aussi économiques. Et tout ça, donc, à mon avis, se répercute encore aujourd'hui. Nous sommes un peuple qui exalte la mère patrie, mais nous n'y allons pas pour nous installer ou même pour nourrir un projet. Nous regardons ailleurs, nous y allons en touriste, en humanitaire. Et les Arméniens d'Arménie sont en train de s'urbaniser. Ils sont en train de s'urbaniser. C'est-à-dire qu'on en délaisse aussi pour plein de raisons. C'est trop long d'évoquer maintenant, socio-économique, stratégique, la guerre. Mais la population arménienne est de plus en plus urbaine. C'est une sorte de tendance sur le long terme qu'on peut observer et qu'il faut aussi analyser à l'angle, à l'aune de ce paradoxe arménien, en tout cas, qui est assez significatif. Et donc justement, en ce qui concerne le paradoxe que tu évoques, quel type de décalage apparaissent entre les résidents d'Arménie et la diaspora à l'issue de ce conflit? Bon, déjà, sur la diaspora et l'Arménie, on peut dire qu'on parle la même langue, même si ce n'est pas la même variante. Mais même si c'est vrai, il y a une diaspora arménienne d'Arménie qui s'est installée en France, qui a fait souche, qui est la deuxième génération maintenant, donc, qui est française d'origine arménienne, mais de là-bas, donc qui est la diaspora post-soviétique. On parle peut-être la même langue, mais on ne parle pas le même langage. Et ça, c'est très important, vraiment, de faire la part des choses. Le problème, c'est qu'une génération est passée après l'indépendance et on a l'impression que beaucoup de rendez-vous ont été manqués. Donc, dans les deux sens. Je vais commencer par faire l'autocritique de la diaspora. La diaspora paye parce qu'elle paye ce décalage entre l'Arménie et la diaspora parce qu'elle a été intoxiquée
polluée par ce qu'on appelle le Haya Barbanon, c'est-à-dire la conservation de l'identité arménienne, qui était certes nécessaire et utile au lendemain du génocide dans les années 20 pour structurer des communautés autour des églises, des associations, des partis politiques. Mais très progressivement, et surtout au Moyen-Orient, mais aussi en Occident, cette idéologie, ou on peut appeler ça le Haya Barbanon, s'est fossilisée. On a fait, au fait, de la transmission d'une arménité fantasmée. Fantasmée, encore une fois, on n'est pas dans le réel. Un bocal rempli de formules, un bocal folklorique. On a construit des écoles, mais on a construit des murs. On a transmis une langue, on a transmis une idéologie basée sur la hantise de disparaître, sur l'exaltation d'une identité fantasmée. Pareil pour les églises, on a construit des églises, mais elles sont restées desséchées, la plupart. Elles n'ont pas de sève spirituelle, puisque les prêtres sont des fonctionnaires, enfin, plutôt le haut clergé, en charge d'une pastorale sécularisée. On n'a pas fait la part des choses. On a tout compartimenté en se disant qu'on allait tenir comme ça. Or, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dégoûté les jeunes. On a vraiment un examen critique à faire aussi sur l'arrière-Barbanon, parce qu'on a fantasmé une Arménie qui n'existait pas. Et en 88, quand les portes de l'Arménie s'ouvrent pour justement l'aide humanitaire par rapport au tremblement de terre de l'Ininakan, il y a eu énormément de déception de la part de tous ces militants arméniens de la diaspora qui pensaient trouver en Arménie une sorte d'Éden. Ils se sont heurtés à la violence du réel, d'une république socialiste soviétique qui était en train de changer de logiciel, mais surtout qui aspirait à se libérer. La réaction des partis politiques aussi est intéressante, puisqu'ils n'étaient pas préparés à l'idée d'indépendance. Ils avaient peur du panturquisme. Donc, ils pensaient que Moscou allait abandonner les Arméniens à leur sort, les Arméniens allaient être engloutis par le panturquisme. Et donc, ce décalage, il s'est accentué par ces prises de position contre l'idée d'une Arménie indépendante, alors que c'était le refrain, la mantra, hein, Arménie indépendante. Pour ce qui est ta question, c'était sur le sujet maintenant, c'est-à-dire la perception des deux parties. Je crois qu'à l'évidence, ce conflit a réveillé chez beaucoup de Français d'origine arménienne donc le souvenir de leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents de rescapés. Il y a eu une véritable union sacrée de tous les pans du monde arménien qui a été extraordinaire. Un réveil national aussi, qui est formidable, qu'il faut souligner, puisque beaucoup de Français d'origine arménienne, qui avaient un quart, un 16e de sang arménien, se sont réveillés, ont participé au collège de foi arménien, ont sensibilisé leurs concitoyens, leurs députés, etc. Il y a eu deux mémoires en fait différentes. La mémoire donc des descendants du génocide et la mémoire des enfants de la première guerre de l'Artsakh, c'est-à-dire ceux qui avaient des parents ou ceux qui se rappellent de la première guerre d'Arménie. Et ce n'est pas la même chose. Donc, il y a eu une vraie volonté d'en découdre de la part de certains qui sont donc issus du pays, de l'Artsakh, de l'Arménie, ce qu'on a moins perçu de la part, bien entendu, sociologiquement parlant, ce n'est pas le même groupe, enfin, de ceux qui sont plus dans la diaspora traditionnelle. Alors, quelle est l'angoisse? Parce que là, autant on a assisté à un vrai réveil national, on a vu que beaucoup de jeunes voulaient s'investir donc via des initiatives personnelles, des associations qu'ils ont fondées, puisqu'ils ne trouvaient pas forcément dans les structures existantes réponse à leurs questions, même si les structures existantes ont accueilli beaucoup de nouvelles recrues. Les Français d'origine arménienne sont appelés à s'assimiler progressivement. Donc, qui va prendre la place des structures? Ce sont les Arméniens qui sont de la deuxième génération, qui viennent d'Arménie. Et donc, à l'évidence, je crois que ces différences-là vont se tasser progressivement. Et peut-être que ça va assainir aussi la relation qui nous lie à l'Arménie. Pour nous arrêter un petit peu sur la diaspora, est-ce que tu penses qu'elle est traversée par des tendances fortes, c'est-à-dire qu'elle a une assise historique, des revendications constantes, ou que finalement les Arméniens de diaspora suivent les modes de leurs pays respectifs dans leur expression politique? C'est inévitable. C'est inévitable parce que la diaspora n'existe pas. Elle n'existe pas en tant qu'entité. La diaspora, c'est un archipel. C'est quelque chose d'anarchiste, la diaspora. Ça ne peut jamais se structurer, soyons lucides. Et effectivement, chaque génération, chaque acteur, chaque militant en fait, qui ont milité en diaspora ont été fortement influencés par leur contexte politique.
Les Arméniens du Liban, dans les années 65-75, étaient fortement influencés par l'idéologie palestinienne. Ils se voyaient comme des fédaïs palestiniens réclamant donc la libération de leur patrie. Donc, ils ont été effectivement portés par l'idéologie palestinienne, en tout cas par cette mode aussi, qui était une mode à l'époque. En France, en 68, 75, même jusqu'au début des années 80, il y a la vague post-68. Il y a l'influence des Mao Occident. Vous avez des acteurs dans la communauté arménienne qui ont milité dans ces rangs et qui ont essayé d'opérer une sorte de greffe sur la problématique arménienne au nom de la lutte contre la victimisation, au nom d'une émancipation du peuple arménien en armes et une émancipation totale en fait, du logiciel arménien qui était complètement obsolète, qui était, on va dire, qui était en déphasage vis-à-vis du contexte. Or, ce qu'on s'aperçoit que tous ces mouvements-là ont été éphémères, puisque, encore une fois, ils se sont éteints de leur belle mort, de leur mort naturelle, à mesure que ces idéologies-là tombaient en déliquescence. Ce qu'on peut noter en diaspora, c'est qu'il n'y a pas aussi de pensée politique arménienne. Il n'y a pas de vision pour la diaspora. La diaspora ne se pense pas elle-même, elle n'a pas conscience d'elle-même. En dehors voilà, en fait, on réfléchit à l'avenir de l'Arménie occidentale, par exemple, dans un cadre scolaire, pas dans un cadre stratégique. On ne pense pas, par exemple, à quoi ça sert de pratiquer la langue arménienne, de créer un arménien en dehors de l'idée de conserver cette identité. On ne pense pas à quoi ça sert, par exemple, de créer des structures autrement que dans le mémoriel. Parce que pendant des décennies, la mémoire a étouffé toute possibilité de se penser différemment. C'est devenu même une rente, parce que le génocide a été reconnu, et bien reconnu, pas officiellement reconnu, donc c'est devenu une sorte de rente symbolique, et même, je dirais, matérielle, puisqu'il y a aussi des postes, il y a une dimension un peu prestigieuse, puisque ça permet à certaines organisations de se représenter, de représenter la communauté auprès des pouvoirs publics dans ce cadre mémoriel, mais cette mémoire nous a tués. Donc il y a une sorte de paradoxe, autant les Arméniens aujourd'hui sont visibles dans l'espace public, via les dîners du CSAF, via leur personnalité, les personnalités d'origine arménienne, qui sont des personnalités qu'on voit dans les médias, autant les intellectuels arméniens en diaspora, ceux qui ont pensé, sont inexistants. Autant on se gargarise de savoir qu'il y a des Yans qui parlent du sujet qu'ils ne connaissent pas forcément très bien, parce qu'ils n'ont pas le logiciel arménien, ils sont assimilés. Autant on est coupé d'un héritage qu'on aurait dû recevoir et qu'on n'a pas reçu, puisqu'il n'y a pas eu de transmission. Et moi je suis très influencé, en tout cas, mais je m'intéresse beaucoup à cette génération qui est née dans les années 40, donc qui a eu 25 ans, 30 ans lors de mai 68, qui était en France. Je pense à ces Arméniens du Liban, mais pas uniquement, ces intellectuels qui étaient à Paris en mai 68, et qui ont pensé qu'il était possible d'explorer une voie alternative entre, d'une part, l'assimilation et de l'autre, le communautarisme. Chercher une troisième voie pour construire une nouvelle identité arménienne en diaspora, débarrasser de tout le poids mémoriel, mais aussi qu'on puisse se projeter. Donc, je pense surtout à Krikol Beledian, qui vit toujours, qui est en France, qui produit, qui a une vraie activité d'écrivain, d'essayiste. Je pense à Harut Kurdian, qui est maintenant à Athènes, mais qui était là-bas, à Paris, à cette époque. Je pense à Marc Nichanian, qui est aujourd'hui à Lisbonne. Tous ces gens-là, ces intellectuels, ils ont pensé la diaspora. Et on ne les entend pas. Ils sont coupés d'un cadre de réception. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de cadre de réception aujourd'hui auprès de la jeunesse arménienne de France et du diaspora en général, parce que ce sont des intellectuels qui ne se sont jamais pensés dans une communauté étriquée, mais qui se pensent en diaspora, en communauté transnationale, et pas en communauté diasporique obsolète, cantonnée à un tissu associatif de plus en plus anachronique. Donc moi, je trouve que l'idée, c'est que l'enjeu de la diaspora, c'est que l'intellectuel arménien diaspora, s'il existe, il a une double responsabilité et une double mission. C'est-à-dire qu'il doit être à la fois dans la sphère française ou étrangère, mais pleinement dedans, pleinement intégré dans cette sphère et simultanément dans la sphère arménienne. C'est-à-dire qu'il puisse avoir les outils pour décrypter le réel arménien, qu'il ait une conscience transnationale, qu'il soit connecté avec d'autres gens qui pensent comme lui à Buenos Aires, à Los Angeles, à Beyrouth, à Boston, à Moscou, etc. Et en même temps, qu'il puisse apporter de la matière
la matière à son audience, aux gens qui le lisent, aux gens qui l'écoutent. Moi, j'ai commencé, c'est pas anodin, si moi j'ai commencé à écrire, quand j'ai fait mes premiers pas dans la presse, c'était à Harach, parce que je voulais me réapproprier la langue arménienne pour pouvoir avoir le logiciel arménien. Et Shamash Misakyan, le fondateur de Harach en 1925, il avait cette phrase en disant l'intellectuel arménien, ben, c'est celui qui apporte de la matière à son peuple partout où il y en a. Et il l'a fait. Il l'a fait puisque Harach, jusque dans les années 80, 90, était un journal de référence en termes d'idées, mais non seulement à l'échelle de la communauté arménienne de France, mais à l'échelle de la communauté transnationale, c'est-à-dire du monde diasporique, du monde intellectuel de la diaspora. En arménien, on pouvait lire et comprendre aussi la pensée française, la pensée universelle. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est d'avoir pu décloisonner cette pensée, l'avoir dit le monde, l'avoir dit en arménien occidental, en diaspora. Je crois que c'est ce qui manque aussi, puisque les partis politiques sont sclérosés, les structures transnationales sont en voie de sabordage ou d'auto-sabordage, malheureusement. On a investi dans les écoles, mais on a oublié que l'école, ce n'est pas que des murs. Et il y a un vrai souci qui se pose, c'est la transmission. Je crois que les jeunes militants arméniens de France devraient réinvestir, enfin, découvrir leur histoire et comprendre qu'elle ne commence pas de rien. C'est-à-dire qu'ils sont le produit de plusieurs strates, de plusieurs générations. Et ils ont hérité de quelque chose ils ont reçu cet héritage, mais sans aucun examen critique. Et quand je dis examen critique, c'est prendre en considération les échecs comme les succès, vraiment. Qui sait aujourd'hui que les pionniers de la cause arménienne en France, ce n'est pas le CDCA, c'est le Centre d'études arméniennes créé par un pasteur qui s'appelait Georges Raïgian, et qui avait fédéré des jeunes de toute la France autour de la revendication du 24 avril comme jour de deuil national, où justement ces jeunes avaient pour mission de demander à tous les commerçants arméniens de fermer leurs boutiques dans les années 60. Ces jeunes qui aussi pensaient le Yelgil, qui ont pensé l'Arménie occidentale. Tout cela est tombé dans l'oubli. Il n'y a pas eu de transmission. Alors, le problème, c'est aussi l'entre-soi, puisque quand on est dans les structures, eh ben, ça produit beaucoup d'aigreur, de frustration, d'énergie négative, comme on peut le voir aujourd'hui, et cette incapacité de décrypter notre réel, puisque nous sommes aujourd'hui prisonniers d'une vision arménocentrée. Et je crois que si on veut vraiment se penser en diaspora, il faut se débarrasser de l'arménocentrisme tout en ayant les outils pour décrypter l'arménité. Et pour cela, eh bien, il faut comprendre que les Arméniens, ils habitent le monde, tout simplement. Ils habitent l'Arménie, mais ils habitent le monde. Et il y a une nécessité de se repenser en diaspora, non pas comme communauté sclérosée, je répète, mais comme communauté transnationale en lien avec l'Arménie, puisque l'Arménie, c'est une extraordinaire plateforme d'échange, de synergie entre tous les Arméniens du monde entier, mais aussi en lien avec les autres talents de la diaspora, qui pensent comme nous, ou pas forcément comme nous, puisqu'ils ont aussi l'influence de leur contexte respectif, mais qui ont une vraie volonté de moderniser ce logiciel complètement obsolète. On était, jusque dans les années 60, dans une sorte de fuite en avant. On paye notre absence de sens politique, on paye aussi notre affect, l'émotionnel, qui pollue notre relation à l'identité, pour plein de raisons. Il est temps de se repenser aussi et d'être inspiré à participer à notre manière à la construction d'une nouvelle identité en lien avec l'Arménie, mais aussi pour nous. Et ça introduit aussi une dimension spirituelle, puisque l'Église arménienne en diaspora, qui était censée garantir cette identité, elle n'a rien fait pour penser la spiritualité arménienne en exil. Il n'existe pas à nos jours une théologie arménienne de l'exil. Il n'existe pas une théologie arménienne contextuelle qui puisse apporter une réponse concrète aux croyants arméniens, ou pas croyants, mais qui est attaché à son Église par rapport à des questions très précises. Par exemple, pourquoi l'Église n'a pas produit une théologie pour expliquer le génocide, alors que beaucoup de chrétiens arabes, la théologie chrétienne arabe, maronite, grec-orthodoxe, réfléchissent à la vision chrétienne qu'on devrait donner au conflit israélo-palestinien, au dialogue islamo-chrétien. Nous n'avons pas, à ce jour, un discours de l'Église arménienne sur le dialogue arméno-turc, sur l'intégration des crypto-arméniens. Ce sont des sujets actuels qui font partie de l'agenda de la cause arménienne du XXIe siècle. L'Église arménienne est complètement hors sol dans la mesure où elle n'est pas du tout en phase avec les attentes et avec les enjeux qui sont en train de se poser aujourd'hui. Alors, justement, puisqu'on parle
des enjeux qui se posent aujourd'hui. Donc, on a parlé de ce que cette crise révélait de nous jusqu'à présent. Toutefois, dès le lendemain de la signature du cessez-le-feu, Aray Karutunyan, le président de l'Artsakh, a montré un regard tourné vers l'avenir. Et selon toi, quelles perspectives cette crise a-t-elle ouvertes pour la diaspora dans les 5 prochaines années, donc les perspectives vis-à-vis de l'Arménie et de la France? Je crois qu'il y a plusieurs temporalités là, à prendre en compte. Il y a l'urgence, il y a le court terme, le moyen Mm. terme, le long terme. Bon, court terme, l'urgence absolue, c'est l'urgence humanitaire. C'est panser les plaies des blessés, c'est reconstruire ce qu'on peut, apporter donc un soutien total humanitaire, moral, économique, politique à ce que l'État armien ne s'effondre pas, ne soit pas un protectorat russe complètement ou un État complètement vassalisé. Donc, ça demande une mobilisation des ressources humaines de la diaspora et de la part de l'Arménie, une reconnaissance de ses talents. C'est-à-dire que l'Arménie a essayé à l'époque, en 2018, mais très brièvement, de recenser les talents via le ministère des Diasporas, donc les talents qui pourraient contribuer à l'effort de reconstruction nationale, puisqu'on sortait d'un champ de ruines. En 2018, l'Arménie était en ruine, elle était exsangue, et on ne peut pas jeter à juste titre la pierre au sol Nicole Pachinian, combien même il a fait preuve de plus que des maladresses. Et que, à l'évidence, il n'est pas un homme d'État et que ce costume est beaucoup trop large. Mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est vraiment donc l'union sacrée, reconstruire cet État, et puis aussi prendre pleinement conscience que si les Turco-Azéris déclarent la guerre et veulent l'extermination des Arméniens de l'Artsakh, veulent la conquête du sud de l'Arménie, veulent continuer à étouffer l'Arménie, ils ont déclaré la guerre à la diaspora arménienne depuis très longtemps. Et cette guerre-là, on la voit de plus en plus aujourd'hui. On la voit par l'activisme de l'ambassade azerbaïdjanaise, de l'ambassade turque, on voit, et bien d'autres exemples. Et donc, il faut aussi comprendre que c'est une guerre très longue qui commence, en tout cas, un nouveau chapitre de cette guerre très longue qui commence. Et il faut s'y préparer. Et s'y préparer, c'est aussi nourrir une pensée pour l'Arménie, mais aussi pour la diaspora. Il faut repenser ce logiciel diasporique qui est complètement obsolète. Et une des manières de le repenser aussi, c'est de recréer une nouvelle tradition. En fait, quand on se projette vers l'avenir, il faut aussi penser d'où on vient et dans quelle tradition on s'inscrit. Je suis frappé aussi, en tout cas, moi, quand j'écris des articles dans la presse arménienne, ça, je découvre à tel point la presse arménienne avant le génocide, elle était extraordinairement riche. Elle n'avait rien à envier aux journaux occidentaux de l'époque. Et là, aujourd'hui, notre presse, elle est sclérosée, elle est coupée d'un cadre de réception. Voilà, il y a une figure intéressante qui m'a beaucoup inspiré, c'est à l'époque ottomane, Dilan Kelekian, qui était un très très grand journaliste arménien, ottoman, francophone. Il avait été aussi rédacteur en chef, un très très grand spécialiste de l'ottoman. Il avait été auteur de dictionnaire français ottoman. Il était rédacteur en chef d'un très très grand journal turc qui s'appelait Sabah. Et lui, il est mort donc en déportation. Mais c'était un intellectuel, un journaliste qui a créé une vraie tradition, à la fois dans la sphère arménienne et dans la sphère non arménienne, dans la sphère ottomane, turcophone, et dans la sphère française, francophone, s'il écrivait en français, quand il était en exil en Égypte. Donc, ce qui nous manque, c'est des think tanks. C'est vraiment des vrais think tanks qui posent les vraies questions, un vrai débat démocratique dans lequel les esprits chagrins et gris n'ont pas leur place. Assainir notre relation avec l'Arménie dans une logique non pas d'assistanat humanitaire ou de tourisme, mais d'interdépendance, de projets communs. Et à l'évidence, l'Arménie a besoin de se repeupler. Là, ce qu'on craint, en fait, c'est que l'Arménie se dépeuple davantage du fait de sa capacité limitée à intégrer autant de réfugiés d'Al-Sarh. Un peu comme ils ont fait avec les Arméniens de Syrie, ils ont réussi à intégrer un petit tiers. Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces réfugiés. Est-ce qu'ils vont aller en Europe, en Allemagne, ou est-ce qu'ils vont rester, ou ils vont aller en Russie? Ça demande une vraie démarche, une vraie logique, une vraie intégration de l'enjeu démographique. Parce que c'est vraiment l'enjeu démographique qui aura raison des prochains succès ou des fêtes, ou des prochains succès des Arméniens dans les années à venir. Et ça sous-entend aussi accroître les mobilités. Cette mobilité, ça passe entre l'Arménie et la diaspora, ça passe aussi par des formations en Arménie, des allers-retours, des expériences professionnelles. Encore une fois, c'est un immense chantier,
Il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment être confiant parce que, encore une fois, il faut se penser dans le temps long. Vraiment, il ne faut pas être prisonnier de l'immédiateté, du présent et encore une fois, ne pas, à mon avis, être dans la réaction. Voilà, je crois que j'ai un peu répondu trop long. Je suis désolé, j'avais prévu de faire plus court. Parfait, merci beaucoup non, pour cet échange riche et surtout comment dire, qui nous a permis de faire le tour du sujet, donc ce que cette crise révélait de nous. On a eu de nombreuses réactions de la part des personnes qui nous ont écoutés ce soir. Et tout d'abord, une question simplement de rappel bibliographique. On nous a demandé de rappeler quels étaient les livres dont tu as parlé. Donc, je pense que c'est Le le livre de Golgotha arménien, Balakian. Grigoris Balakian, le Golgotha arménien, traduit par Lach Petrosian, publié au Cercle d'études caucasien en français, en un seul tome. Il y a 2 tomes, il a été republié récemment en tome. Je pense à Constant Zarian, le roman de Constant Zarian, Le bateau sur la montagne, publié chez Tadé. Enfin, il y a tellement de livres. Il faut relire Anna et Termination, il faut relire Claire Mouradian. Il faut relire Gazmination aussi, bien sûr, sur son essai qu'il a fait en 2015, qui est très important, qui est un plaidoyer pour apprivoiser le réel, pour sortir de la victimisation et du poids de la mémoire. Très bien, ben, on mettra ces informations sur le site de Shaljoum. Et juste une dernière question qui est d'une personne qui se demandait comment est-ce que la diaspora pouvait agir en faveur de la démocratie en Arménie. Alors c'était plus une question sur la démocratie occidentale, mais on peut quand même se demander si le modèle occidental correspondrait vraiment à l'Arménie. On n'est pas bien placé pour donner des leçons parce que la communauté arménienne de France ne fait pas, en général, la communauté arménienne diasporique mondiale ne fait pas preuve d'exemplarité en matière de gestion démocratique de ces structures. Puisqu'on a bien vu que toutes les tentatives de fédérer, en tout cas de créer un projet démocratique à l'instar du CFA, le Conseil franco-arménien, sont vouées à l'échec. Donc on est très mal placé collectivement, en tout cas, pour donner des leçons de démocratie et d'essayer d'importer de façon condescendante, je dirais, notre logiciel occidental à l'Arménie. Cela étant, il y a de la pédagogie à faire. Il y a une vraie, en tout cas, une vraie attente de la part de la jeunesse arménienne sur la démocratie, enfin, en tout cas sur ce que nous pouvons apporter. À notre niveau, je crois qu'il faut se cantonner à la société civile. C'est vraiment la société civile qui va nous aider à nous structurer. Enfin, si on arrive à trouver des passerelles entre la société civile d'Arménie, ça aidera aussi la société civile arménienne diaspora à se structurer. Il y a des projets, des idées. Par exemple, moi j'entends par exemple des gens depuis des années qui me disent qu'il faut faire un Sénat arménien, de diaspora en Arménie, c'est-à-dire un Sénat dans lequel on aurait des sages, des élites de la diaspora qui seront là en Arménie avec des prérogatives limitées, bien sûr, ce sera plus des fonctions honorifiques, mais en tout cas un vrai Sénat représentatif, enfin on ne l'est jamais, mais d'une diaspora en tout cas qui aspire à réformer ce pays. Très bien. Merci beaucoup, Tigran, pour les réponses à ces questions. Grâce à ça et à la participation des auditeurs, on a pu bien cerner le problème qui nous concernait ce soir. Si vous souhaitez, donc là je m'adresse à toutes les personnes qui nous regardent bien évidemment, si vous souhaitez suivre l'actualité de Shaljoum, cela est disponible sur la page Facebook, la page Instagram et le site. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un lien Hello Asso pour soutenir donc l'activité de Shaljoum. Donc n'hésitez pas à faire des dons si vous le souhaitez. Merci beaucoup Tigran Merci et Javen. voilà, c'est tout pour nous ce soir. Merci.